Alors, on a maintenant un invité coup de cœur pour clôturer cette matinée. Padraig Ward, où est-il? Tu es derrière. Va le présenter dans une seconde. C'est quelqu'un qui fait bien écho à nos derniers volets de recommandations puisqu'il est élu local, mais il se bat aussi pour l'image de la France à l'international. Merci Christophe. Cher Jean-Christophe Fromentin, c'est à moi qui revient le plaisir de vous accueillir pour le coup de cœur des États de la France 2016. Je le fais dans un lieu, le Palais d'Iéna, qui est alors dénommé le pavillon des travaux publics, et l'un des héritages que nous a laissé la dernière exposition universelle ayant eu lieu en 1937 à Paris, celle des arts et de la technique appliquée à la vie moderne. Depuis 4 ans, vous vous battez bec et ongle pour que la France accueille une nouvelle exposition universelle, et c'est désormais très officiellement que la France est candidate pour accueillir dans 9 ans le monde, dont, vous allez nous en parler, un village devenu global. Votre ambition, je reprends vos propos, est de réconcilier les Français avec la mondialisation et le progrès, en misant sur les nouvelles technologies, la culture et l'innovation. Vous aimeriez aussi, dites-vous, à travers votre projet, redonner confiance et fierté aux Français et offrir des perspectives enthousiasmantes à la nouvelle génération. Que votre projet aboutisse ne serait pas indifférent pour l'attractivité de la France et son rayonnement à l'étranger. Voilà pourquoi nous avons fait de votre candidature le coup de cœur des États de la France. Monsieur le député maire, je vous cède la parole pour que vous nous présentiez votre projet, que vous menez comme, je vous cite, un entrepreneur entré en politique sans l'avoir prémédité, et nous dire comment nous pourrions vous encourager, nous qui aimons la France, dans votre aventure. Merci pour ces propos introductifs. Merci aussi à vous tous, à ceux que j'ai pu entendre pour ces propos encourageants, ces propos positifs, ces propos pleins d'espoir pour que la France, au travers de la dynamique entrepreneuriale que vous impulsez les uns et les autres dans vos entreprises, puisse embrayer dans ce monde qui bouge et qui parfois laisse à nos contemporains un sentiment un peu désuet, un peu difficile et en tous les cas parfois désespéré. C'est la raison pour laquelle en 2010, fraîchement élu à l'Assemblée nationale, voyant aussi que finalement les débats avaient un peu tendance à s'enliser et à tourner sur place, je suis parti à l'exposition universelle de Shanghai pour regarder si ces grands rendez-vous avec le monde que sont les expos universelles et qui ont laissé en France, au travers de la grande saga de 1855 à 1900, des traces tout à fait considérables dans le domaine architectural, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel, pour voir si ces grandes expositions universelles étaient toujours d'actualité. Et je suis rentré de Chine avec un sentiment un peu mitigé, en disant c'est toujours un rendez-vous avec le monde. Il y avait 70-80 millions de visiteurs à l'Expo universelle de Shanghai, mais pour autant il n'y a plus la fraîcheur créative, entrepreneuriale, positive, dynamique qui avait inspiré ces grandes expos universelles que la France a connues, en particulier dans cette saga de 1855 à 1900, qui a permis de voir éclore des bâtiments emblématiques pour la France, la Tour Eiffel, le Grand Palais, le Petit Palais, des marques qui figurent aujourd'hui parmi les plus grandes marques françaises, mais également toute une série de progrès dans le domaine social ou dans le domaine, bien entendu, culturel. Je suis rentré avec 2 ou 3 idées en tête. La première, c'était de dire, si on veut lancer une expo universelle en France en 2025, puisque la prochaine date en compétition était celle de 2025, il faut qu'on confie les rênes de ce projet à la génération qui sera aux manettes en 2025. Et avec une dizaine de patrons de grandes écoles et universités, on a mobilisé un groupe de 1000 jeunes. Et pendant 2 ans, on leur a demandé de revisiter ce que pouvait être
les expositions universelles avec cette idée de dire c'est un rendez-vous avec le monde, c'est un moment de partage avec des grands effets de levier dans toutes les composantes du progrès. Et on leur a demandé de retrouver cette audace, cette folie quelque part, qui a inspiré ces grands événements, ces grands rendez-vous au cours de la révolution industrielle. La deuxième idée, c'était de dire il faut s'affranchir de l'argent public. Ce qui donnait la dynamique à ces projets, encore une fois, dans l'ère industrielle, c'était qu'ils étaient dégagés de toutes les interventions publiques en matière de subventions, d'abondement, comme on le connaît aujourd'hui. Et ce qui donnait la fibre créative à ces grands rendez-vous, c'était justement parce que ça devenait l'affaire des artistes, des inventeurs, des entreprises, des entrepreneurs, et que c'était cette population qui prenait en main ces expositions universelles. Et c'était les Français qui les finançaient par l'intermédiaire de grands systèmes de souscription. Et il faut savoir que la Tour Eiffel était financée par un appel à souscription auquel ont participé des centaines et des centaines de milliers de Français. Et donc ce qui donnait l'énergie à ces opérations était bel et bien la dynamique entrepreneuriale qui présidait de ces grands rendez-vous et de ces projets très politiques. Et la troisième idée, c'était d'arriver à un consensus politique. Et c'est la raison pour laquelle ces trois projets, ces trois orientations ont été mises en œuvre avec les jeunes pendant 2 ans, avec les parlementaires, puisque j'ai eu la chance d'obtenir de tous les présidents de groupe de l'Assemblée nationale une grande mission parlementaire pour pendant 2 ans aboutir à un vote à l'unanimité de la représentation nationale sur l'idée d'une candidature de la France à une exposition universelle, et puis d'amorcer une adhésion des grandes entreprises françaises, mais également des PME, des start-up, de nombreuses collectivités, de centres de recherche pour façonner, pour organiser, pour imaginer ce grand rendez-vous avec le monde. Et donc cette candidature a été validée fin 2015 par le président de la République qui a annoncé un soir dans une émission de télévision que la France serait candidate à l'exposition universelle de 2025. Depuis, on structure, on prépare, on façonne la candidature avec un principe très, très, très important qui est que ça soit la candidature de toute la France. Et donc cette candidature, elle s'inscrira autour de ce qu'on appelle le village global. Vous avez une première image encore très floue, mais très préfiguratrice en même temps de ce que pourrait être le projet dans le Grand Paris. 7 sites sont actuellement en cours de candidature pour accueillir sur une centaine d'hectares ce village global, des sites périphériques dans les grandes métropoles françaises, des parcours à travers la France, à l'instar de ce qu'avait proposé le guide Michelin en 1900 pour l'exposition universelle, et puis des relais dans le monde entier, en faisant de cette exposition universelle aussi un outil de telle manière à ce que les contenus, les propositions, le contenu éditorial de l'expo soit réalisé en réseau par des habitants, par des acteurs du monde entier, un peu à la façon de Wikipédia. Et c'est d'ailleurs en faisant un peu en exhumant un peu la réflexion stratégique de l'époque sur les expositions universelles que je me suis aperçu que la volonté de l'époque, du 19e, était réellement de basculer dans la vraie vie l'expérience de l'encyclopédie. Les grands penseurs, ceux qui ont travaillé sur les expos universelles au 19e, disaient il faut absolument que l'encyclopédie ne se contente pas d'être sur le papier. Il faut donner à l'encyclopédie une réalité physique. Et c'est la raison pour laquelle les étudiants qui ont travaillé se sont posé cette question. Comment, au XXIe siècle, donner à l'encyclopédie, telle qu'elle se construit maintenant, sur des codes totalement différents, une réalité. D'où ce globe, inspiré d'un projet qui était celui du géographe d'Élisée Reclus en 1900, d'en faire une expérience immersive, tout à fait inédite, d'en faire le plus grand objet connecté jamais réalisé, dans lequel les contenus seraient adressés par les populations du monde entier pour partager ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils réalisent, ce qu'ils développent dans leur territoire, et qui serait en même temps l'occasion de la plus grande promenade immersive à travers le monde. Et c'est l'objet central qui anime aujourd'hui des équipes d'architectes, des bureaux d'études, de recherche, pour concevoir la centralité de ce village global.
Voilà, et autour de ce village, des pavillons nationaux d'un mode totalement nouveau, puisque là aussi, l'idée n'est pas tant d'inciter chaque pays à construire le plus grand pavillon pour montrer qu'il est le plus fort, mais bien au contraire, de mettre à la disposition de chaque pays une forme de sac de Lego, et de lui dire, voilà, construis, optimise avec les modules qui sont à ta disposition, ton pavillon, ton lieu d'accueil, convaincu que finalement le numérique et l'animation réelle, physique, sera davantage la plus-value que chaque pays pourra introduire dans cette exposition universelle, et de faire donc du coup de tout ce village autour du globe un système totalement modulaire qui puisse être réagencé quasiment tous les jours, voire davantage, pour offrir aux visiteurs une expérience tout à fait nouvelle. Voilà, et pour terminer, le message, bien entendu, que j'ai envie de passer à vous qui représentez des entreprises étrangères présentes en France et qui aiment la France, puisque j'entendais vos propos, c'est de venir rejoindre un comité qu'on va lancer dans quelques semaines, qui est un comité des entreprises étrangères qui soutiennent la candidature de la France à cette exposition universelle. Et on a besoin de vous à la fois pour nous aider à travailler sur le fond, sur l'originalité, sur la configuration de cette candidature, et bien entendu, au travers de vos réseaux, à la porter à l'international, dans les pays dans lesquels vous êtes bien entendu implantés et influents. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Christophe Fromentin et tous nos vœux de succès pour Expo France 2025. Après cette matinée bien remplie, peut-être un peu trop bien remplie, je vous propose un break pour le déjeuner. On va essayer de l'écourter un petit peu, passer d'1 heure à 3/4 d'heure. Et donc à 13h45, vous entendrez une cloche teintée. Ce sera le signal pour qu'on se retrouve ici prestement. Merci beaucoup.